merci à tous. Donc, Sébastien Mirek, donc membre du comité acute, anesthésiste réanimateur. Donc on va continuer avec la session 2 sur la communication, cas d'urgence vitale. Donc, une session qui va aller dans la continuité de cette première session autour de l'équipe d'alerte et des mécanismes qui nous permettent de donner l'alerte. Donc voilà. Donc une session orientée, donc à la fois comment communiquer avec l'équipe d'alerte, comment communiquer avec la famille et comment communiquer avec l'équipe chirurgicale. Oui, donc bonjour à tous. Ségolène Arzalier-Darré. Alors moi, je suis j'anime le comité vie professionnelle santé au travail. Voilà, et je travaille au CH de Bayeux. Donc nous allons accueillir Antonia Blanier, qui travaille au Kremlin Bicêtre et qui va nous présenter son intervention. Merci Antonia. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous présenter quelque chose sur comment communiquer lors d'une urgence vitale en voyant le côté avec l'équipe d'alerte, aussi bien avec l'équipe qui va donner l'alerte que l'équipe qui va justement gérer la situation de crise. Donc d'abord, avant de savoir comment communiquer, il faut qu'on se pose la première question, c'est pourquoi bien communiquer ? Parce qu'effectivement, sinon, si ça n'a pas d'intérêt, ça ne sert à rien de comprendre comment il faut bien communiquer. Donc pourquoi bien communiquer ? Ça remonte déjà depuis pas mal de temps. Je pense aussi que si vous êtes là, vous êtes déjà en partie convaincus. Mais ça remonte déjà depuis 1999 avec le rapport américain sur l'erreur humaine qui montre l'importance du facteur humain, et du facteur humain dont la communication, le travail d'équipe, etc. Pareil, en France, quand on commence à analyser les événements indésirables graves au niveau de l'HAS, on voit que finalement, le problème de communication entre les professionnels ressort régulièrement et est un facteur d'événements indésirables graves. Et c'est souvent pas la partie compétence technique qui a posé problème, mais justement cette partie compétence non technique, communication. Plus précisément, au bloc et en réanimation, on voit dans les différentes études que ces défauts de communication sont assez fréquents. Et que globalement, sur une analyse au niveau du bloc opératoire, il y a, quand on regarde, on analyse rétrospectivement sur des vidéos de la vraie vie, il y a à peu près 30% de défauts de communication. Et lors de ces défauts de communication, il y a souvent 30% de ces défauts de communication qui vont entraîner un risque pour le patient. Donc finalement, des éléments qui sont importants sur lesquels on peut jouer, on peut travailler, on peut s'améliorer. C'est pas un médicament qu'on va donner, etc. Ça serait simple. Mais finalement, c'est un travail sur notre façon d'être et notre façon de faire, et notre façon de communiquer qui va permettre d'améliorer la sécurité du patient. Pourquoi bien communiquer ? C'est une autre étude là, qui était sur une prise en charge, sur une analyse de vidéos faites de manière rétrospective. Il y a à peu près 300 analyses au bloc opératoire. Ils avaient regardé finalement le comportement et la communication des soignants de l'équipe au bloc opératoire. Pour ça, ils avaient regardé à la fois comment se faisait le briefing, le partage de communication, les recherches d'informations, tous ces éléments là liés au comportement et à la communication des soignants. Et parallèlement à ça, ils avaient regardé toutes les complications et la mortalité post-opératoire à J30, bien sûr ajustée à l'ASA du patient. Et en fait, dans cet index de comportement, donc en gros, plus on approchait les 1, moins bien on communiquait, moins bien on avait un comportement positif d'équipe. Et finalement, il se rend compte que pour les équipes qui communiquent mal, il y a finalement une augmentation des complications et du taux de décès des patients à J30. Il y a d'autres études un peu qui remontent exactement les mêmes choses, mais pour vous montrer en fait que la communication, notre comportement en tant que tel, va avoir un impact sur la mortalité des patients. Donc finalement, après vous avez dit pourquoi il fallait bien communiquer, il faut savoir comment bien communiquer. On dit généralement qu'il faut une communication sécurisée et standardisée. Ça veut dire quoi ? Finalement, être clair, concis, précis sur la façon de présenter les choses et surtout
d'uniformiser nos discours. C'est comme pour le numéro d'appel, là, le 22-22, c'est de ne pas avoir 15 000 façons différentes de communiquer pour dire la même chose, et surtout lors d'urgences vitales, qu'on comprenne bien le bon vocabulaire, ce que ça veut dire et ce qu'on sous-entend. Et quand on doit communiquer, en général, on communique avec plusieurs personnes, et entre autres, plusieurs disciplines, plusieurs professions. Et donc, tout cet aspect d'interprofessionnalité et de travail en équipe va être vraiment mis en avant et est essentiel à bien comprendre, puisque finalement, on va pouvoir avoir les infirmiers des étages, l'interne de chirurgie ou l'infirmier anesthésiste d'une autre salle ou un collègue d'une autre salle qui vont nous appeler. Et tout ça, ça va faire qu'il va y avoir une communication interprofessionnelle. Et c'est bien de communiquer, mais finalement, il va falloir collaborer aussi entre ces différents professionnels. Et la collaboration, la communication, c'est de vraiment entendre et s'écouter. C'est-à-dire respecter ce que va dire l'autre et bien comprendre et pouvoir finalement travailler ensemble et mener à bien les différentes tâches. Donc une petite publicité pour les différentes recommandations pour les pratiques professionnelles qui ont été faites l'année dernière sur les facteurs humains en situation critique, et notamment un élément essentiel, un point important qui est autour de la communication. Et donc la question était, pour l'équipe soignante en situation critique, une communication sécurisée et standardisée permet-elle d'améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients? Et la réponse est oui. Alors ce sont des RPP, donc c'est effectivement que les experts suggèrent que l'équipe soignante en situation critique utilise une communication sécurisée et standardisée. Et ça, avec un accord fort des experts. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est bien, on se dit, maintenant je vais communiquer de manière standardisée et sécurisée. Mais ça veut dire quoi, en fait? Eh bien, je vais vous montrer déjà un premier exemple de petite vidéo. Donc, qui avait été réalisée par le centre hospitalier de Versailles, où là, vous allez avoir la première vidéo qui est un peu une approche négative, une approche mauvaise de la communication, et après, une vidéo de la bonne approche. Donc, c'est le cas au bloc opératoire d'un patient de 30 ans qui va être opéré d'une appendicite, et juste après l'induction, on fait séquence rapide, juste après l'induction, il y a un arrêt cardiaque. Et vous allez voir que là, il y a l'IBOD qui doit appeler un collègue pour aider. Allô? Oui, c'est l'IBOD. Ouais, c'est Jean-Marie. Là, en fait, il faut que tu viennes vite. Ok, ça marche. C'est quelle salle? C'est moi qui l'ai appelé. Donc, bien sûr, c'est des Allô? éléments caricaturaux. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un sanguin par ml. Non, mais c'est C'est du sanguin. Mais c'est 1 milligramme, c'est la... Bah, C'est 1 milligramme, c'est un arrêt. Mais regarde, c'est 1 milligramme en fait dans la cognitive là. Bah du coup t'es bonne pour préparer notre soirée, parce que faut masser par contre. Faut y aller, non, faut y aller. C'est mal fait, on est fatigué. Putain, mais qu'est-ce qu'il a? Tu me relèves s'il te plaît? Et Jean-Marie, il est toujours pas là, du coup tu l'as appelé et il est pas là. Ouais, je l'ai appelé en fait. Là, je l'ai appelé, c'est bon, je sais pas où il est là. Alors, je suis sur un c'est patient quoi? de 31 ans, Ouais. avec cardio-respiratoire après l'induction, sur une appendicite. Et oui, j'ai pas fait la biodarone. Je veux bien que je prépare la biodarone, s'il te plaît. Ok. s'il te plaît. Attends, déjà, pour prendre du massage, je remasse Non mais là attendez, il faut savoir. Qu'est-ce que je fais moi là? Je sais plus. Masse. Masse. Et le Ah, greffe ou les... Non, c'est ça que je vais te demander quand t'es arrivé, j'ai oublié. Je veux bien que t'apportes le lait, s'il te plaît, Joël. Voilà, donc c'est pour illustrer les choses. Il y a plusieurs éléments de communication qu'on peut discuter, à la fois sur l'appel à l'aide et la communication de comment s'est passé cet appel, et puis des éléments de communication pendant la situation de crise. Donc tout d'abord, effectivement, bien communiquer, ça va être lors de l'appel, mais même lors de la transmission, quand la personne va arriver. Donc il y a pas, on en a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais il y a un outil que je pense la plupart d'entre vous connaissent, qui est un outil pour standardiser finalement cette communication, une sorte de checklist de comment bien communiquer. Et cette checklist est finalement pour apprendre et ne rien oublier quand on va transmettre des éléments. Donc ça a déjà maintenant été publié par l'HAS et traduit de SBAR, qui était en anglais, qui est le SAED à communiquer au final. Donc avec la première partie
de la situation, qui est de qui appelle, où je suis, pour quel patient j'appelle et pourquoi j'appelle. Alors c'est sûr que quand on va appeler pour un arrêt cardiaque, on ne va pas développer pendant très très longtemps toutes les différentes étapes, mais c'est comme tout. Une fois qu'on apprend à le faire dans des situations non urgentes ou des situations de transmission de malades, eh bien, quand on est dans la situation d'urgence, on va beaucoup plus vite pour avancer. Ça fait déjà depuis 2014 que l'HAS met en avant ce type d'outils et depuis encore de plus longues années que les équipes anglo-saxonnes le mettent en place et l'utilisent. Donc, le S, donc situation, donc qui je suis, pourquoi j'appelle, où je suis. Et puis le A, entre guillemets, c'est antécédent. Mais en fait, c'est pas que antécédent, c'est plutôt l'antécédent et le contexte de l'appel, donc des fois un peu en mots-clés l'histoire de la maladie. Et puis après, il y a le E, évaluation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, et le D, demande, pourquoi j'appelle. Est-ce que j'appelle pour avoir une aide de ramener un défibrillateur ou j'appelle parce que je ne sais pas ce qui se passe et j'ai besoin qu'on m'aide à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et un autre élément qui est essentiel et qui est important, c'est d'avoir la réponse de l'interlocuteur pour être sûr qu'il a bien compris les choses. Oui, j'arrive tout de suite. Donc globalement, par exemple, lors de l'appel téléphonique pour un arrêt cardiaque, ça va être c'est Will Libod de la salle 3, je t'appelle parce qu'il y a un arrêt cardiaque juste après une induction, était sur une appendicite. Donc là, on est en train de faire les antécédents, mais il n'y a pas besoin de développer plus. Ton collègue m'a dit de t'appeler, il est en train de masser, et est-ce que tu peux ramener le défibrillateur voilà. Et là, on attend, oui, j'arrive tout de suite, je ramène le défibrillateur. Comme ça, on a la boucle est bouclée d'ailleurs, on va en reparler après. Mais comme ça, on est sûr que tous les éléments ont été compris. Donc là, ça va être pour l'appel au téléphone, mais ça va être aussi cette même checklist pour lors de la transmission, et quand il va y avoir le médecin qui va arriver, et ou l'infirmier, ou enfin peu importe, en tout cas quand la personne arrive et qu'il va y avoir ou par exemple quand vous êtes appelé dans les étages et que vous arrivez et que l'interne de chirurgie va vous transmettre le patient. Bah voilà, je t'ai appelé pour Madame X qui a 80 ans, alors on va se remettre dans la situation de l'arrêt cardiaque, qui est en arrêt cardiaque, elle était opérée d'une occlusion, elle avait comme antécédent une ACFA. On l'a découvert ce matin, elle avait 10-12 de tension, tout allait bien. On lui a apporté son déjeuner et quand l'aide-soignante est allée récupérer le plateau, on l'a retrouvée en arrêt cardiaque, elle respirait plus, elle était inconsciente. Et donc on a débuté le massage cardiaque, on a ramené le chariot d'urgence. Et le D, on a besoin de vous pour la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Et donc, cet élément-là, ça peut être utilisé soit lors de l'appel téléphonique, simplifié quand c'est des urgences vitales, ou un peu plus développé lors de transmission. Et il existe aussi ce type de checklist aussi pour les urgences vitales proprement dit, mais en fait, d'en savoir une, peu importe, ça permet d'être sûr de rien oublier et surtout de pouvoir la réaliser de manière systématique, sans réfléchir, parce que c'est ce qu'on fait déjà dans la vraie vie quand on se met un malade. Donc, quand on est dans une urgence vitale et qu'on a le stress de cette situation-là, eh bien, ça devient naturel et on n'oublie rien. Pourquoi c'est important de l'utiliser ? C'est pas juste cet outil. C'est comme pour les aides cognitives, en fait. Ça va être un outil d'aide pour bien structurer et ne rien oublier. Mais il faut que finalement, ce soit intégré à la fois dans tout ce qui est la culture de sécurité et surtout dans un programme éducatif. Lorsque ça a été intégré comme ça dans un programme éducatif, ça permet finalement d'améliorer la communication, le travail de l'équipe et justement cette culture de sécurité. À chaque fois dans ces études-là, c'est des études souvent avant-après, comme ce qui avait été présenté avant, c'est parfois plus difficile de voir l'impact réel sur le devenir du patient, mais dans une étude qui avait été réalisée, ça avait permis en tout cas de diminuer les décès imprévus, et en parallèle, ça avait augmenté les admissions non programmées en soins intensifs. Ce qui avait été proposé, c'est que, expliqué pour ces résultats-là, c'est que finalement, il y avait eu, un peu comme dans les early warning les signes d'alerte,
une prise en charge plus structurée et plus précoce, et en attendant d'aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, et une meilleure transmission, et donc pas d'oubli de message, parce que nombre de fois où on est appelé pour j'ai un patient qui va pas bien, et en fait la pression artérielle a pas été vérifiée, on ne sait pas quelle est la saturation, etc. Et donc finalement, si on ne va pas chercher les choses en posant des questions, eh bien on peut sous-évaluer les patients. Bien communiquer, ça va être aussi, en dehors de la transmission et lors de l'appel proprement dit, ça va être aussi de bien communiquer au sein de l'équipe pendant la prise en charge de l'urgence vitale. Donc il y a plusieurs petits éléments qui sont importants pour bien communiquer. La première, c'est la communication en boucle fermée. D'accord ? Donc c'est déjà bien connu au niveau de l'aviation. Et en santé, c'est déjà aussi pas mal de temps que c'est en tout cas proposé par les experts. Mais la boucle fermée, c'est vraiment la boucle fermée. Hein. C'est-à-dire que globalement, quand on veut que quelqu'un prépare un médicament, ça va être par exemple le médecin qui dit « Julien, prépare-moi 1 mg par millilitre d'adrénaline intraveineux ». L'infirmier répond « Ok, Fabien, je prépare 1 mg par millilitre d'adrénaline intraveineux ». Et la boucle se ferme totalement avec, finalement, le médecin qui répond « Oui, c'est bien ça, Julien ». Voilà. Donc il y a vraiment un émetteur, un récepteur et l'émetteur qui confirme la demande. Donc pareil, la communication en boucle fermée, on ne peut pas le faire pour tout. Hein. C'est vraiment pour des éléments qui sont importants pour sécuriser ces éléments-là, par exemple des préparations de médicaments, ou après l'injection du médicament. Ouais, ce n'est pas les mêmes mots, et c'est pour ça que c'est important aussi de différencier les choses. On ne va pas le dire pour tout. Mais de l'apprendre déjà en situation non aiguë, non en urgence, ça fait que naturellement, après, on va le faire quand on est dans des situations de stress ou d'urgence vitale, et on va sécuriser ces éléments-là. La boucle fermée, comme je vous disais, c'est issu de l'aviation. Il y avait déjà des études qui avaient montré que entre des équipes qui utilisaient les boucles fermées et d'autres études, d'autres équipes qui n'utilisaient pas le système en boucle fermée, finalement, il y avait une amélioration de la performance dans les équipes avec la boucle fermée. En simulation, ça permet de standardiser en fait les situations d'urgence vitale qui sont quand même heureusement pas si fréquentes que ça. Ça permet lors de la gestion d'arrêt cardiaque de diminuer finalement le temps de pause lors du massage, lors de la mise en place des défibrillateurs, etc. Et aussi dans d'autres études de diminuer finalement le nombre d'erreurs médicales. Un autre élément aussi, cette boucle fermée, elle est mieux réalisée et réalisée de manière plus fréquente quand on est directif. Je vous ai montré dans mon exemple. En fait, on ne va pas dire il faudrait ou on va préparer 1 mg d'adrénaline. Non, c'est un tel, Fabien ou Julien, prépare-moi 1 mg d'adrénaline intraveineux. Parce que sinon, si on reste trop vague, pas assez directif, eh bien finalement cette demande est un peu perdue dans l'urgence. Et le fait que la boucle soit bouclée, c'est-à-dire que à la fois le récepteur confirme qu'il a bien entendu, qu'il va préparer ce qu'il a été entendu, et qu'après c'est rebouclé, ça permet de resécuriser ces éléments-là. Un exemple, en tout cas, dans la vraie vie, pour le coup, pas en simulation, où en fait, ils filmaient toutes les arrivées de traumatologie pédiatrique. Et donc après, il y avait une analyse rétrospective de ces vidéos-là et ils analysaient comment se faisait la communication au sein de l'équipe. Et donc finalement, pour différentes tâches qui avaient été surtout la préparation médicamenteuse et d'autres, d'avoir pour le prélèvement des résultats, des examens biologiques et des éléments, des tâches simples, et regarder s'il y avait eu une communication en boucle fermée qui avait été réalisée ou pas. Et donc la communication en boucle fermée, c'était sur les traits noirs en traits pleins, et quand il n'y avait pas eu de boucle fermée, c'était en pointillé. Et on voit que lorsqu'il y avait une communication qui était réalisée en boucle fermée, ça permettait d'effectuer les différentes tâches de manière beaucoup plus rapide dans ces situations-là. Donc finalement, on pourrait croire que ça va être une perte de temps, parce que voilà, il faut faire une boucle fermée et la fermer totalement. Et en fait, finalement, on va gagner du temps puisque c'est beaucoup plus clair, précis, et donc finalement, on va gagner du temps sur la réalisation de la tâche. Un autre élément important, finalement,
lors d'une urgence vitale pour bien communiquer. Donc, je vous ai dit l'utilisation de la communication en boucle fermée, mais ça va être aussi le speaking up, c'est-à-dire oser dire. Nombre de fois où, des fois, on n'est pas tout à fait soit d'accord sur la prise en charge ou tiens, on aurait bien fait ça, etc. Eh bien, c'est d'être capable de le signaler et le dire. Quand on analyse la communication au niveau d'une équipe au bloc opératoire, quand on leur rétrospectivement on leur pose des questions, il y a 44% des membres d'une équipe qui n'ont pas osé signaler une erreur qu'ils avaient remarquée. C'est quand même un peu, ça fait peur quand même de voir ça. C'est-à-dire que des fois, c'est même pas de ne pas être d'accord, c'est que des fois, moi je me souviens la dernière fois, je voulais faire une séquence rapide pour un patient, et donc on avait discuté avec l'équipe juste avant, alors c'était pas une urgence vitale, mais on avait discuté avec l'équipe, l'infirmier anesthésiste et l'élève infirmier anesthésiste, et puis on avait anticipé les choses, c'est-à-dire que là on était encore sur le cas précédent. Puis on change donc le patient, et donc c'est le patient et puis je sais pas pourquoi, je commence à faire l'induction, et là pour le coup je fais pas une séquence rapide, je fais suivi privant, et puis après j'attends, dis-moi si t'es ventilable et ça. Et là heureusement l'élève infirmier anesthésiste, mais tu voulais pas qu'on fasse une séquence rapide? Et je dis oui c'est vrai. Effectivement des fois il y a certaines erreurs qu'on fait, parce qu'on a oublié, l'erreur est humaine. Et donc, heureusement que des fois, on a des garde-fous qui nous permettent... et finalement, après qu'on ait pris en charge le patient, on a débriefé et je lui dis, en tout cas, on a positivé le fait qu'elle a osé dire que c'était pas forcément ce qu'on avait prévu et qu'elle avait pensé qu'on avait décidé qu'il fallait faire une séquence rapide parce qu'elle était estomac plein, etc. Et donc... Ces éléments-là, oser dire, il faut vraiment les favoriser, et pour plusieurs raisons que vous allez voir, pour vraiment favoriser une bonne communication. C'est aussi le cas bien connu de cette patiente anglaise qui malheureusement décède suite à une intubation difficile, imprévue, avec une ventilation impossible, et donc une intubation impossible, où finalement ça n'a pas été un problème... il y avait eu vraiment une mauvaise conscience de la situation, et avec toute l'équipe, ils ont essayé plusieurs fois d'intuber la patiente. Elle devait juste être opérée d'une septoplastie. Et en fait, dans les analyses après de la situation, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu plusieurs personnels au sein de l'équipe qui avaient pensé précocement à la trachéotomie, mais en fait, ça a été pensé trop tard et personne n'a osé proposer ça, puisque les personnes qui étaient à la tête en train d'essayer d'intuber auraient essayé. Et donc finalement, alors que au sein de l'équipe, plusieurs personnes avaient pensé à la trachéotomie, finalement tout ça a été réalisé trop tardivement. Donc c'est tous ces éléments-là où ça peut avoir des fois peu de conséquences, mais le oser dire, ça peut avoir des conséquences énormes, et finalement, c'est notre responsabilité à tous, à la fois de permettre que d'autres personnes soient force de proposition et d'accepter ces forces de proposition, et même nous-mêmes d'oser dire certaines choses quand on n'est pas tout à fait soit pas d'accord ou on pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être ajouté. Souvent, on n'ose pas dire, soit pourquoi, parce qu'il y a un gradient de hiérarchie, c'est un peu l'exemple que je vous donnais avec l'élève infirmier, heureusement elle avait osé dire les choses. Il y a souvent une position de subordination qui fait que on n'ose pas avec ce côté hiérarchique. Il y a aussi une culture de l'organisation, avec on a peur qu'il y ait un reproche, qu'il y ait une remarque, cette crainte-là, ou que ça sert à rien. De toute façon, ils vont pas m'écouter, ça sert à rien que je dise quoi que ce soit. Et puis aussi, des fois, ça peut être source de conflit, parce que le oser dire, c'est pas forcément oser dire quelque chose qui va contre la prise en charge, c'est juste de proposer quelque chose et d'oser le dire quand on voit qu'il y a une erreur potentiellement. En tout cas, ces éléments-là de speaking up, ça permet d'améliorer les performances techniques d'une équipe. C'est ce qui a été vu en simulation sur un binôme infirmier anesthésiste et médecin anesthésiste, de développer cette culture de oser dire. On voit que quand il y avait cette culture-là qui était développée, et du personnel qui osait dire quand il y avait quelque chose qui n'était pas fait comme ce qui était normalement censé être fait pour la prise en charge, et ça permettait d'améliorer les performances de cette équipe. Et donc les solutions, c'est de développer la culture de communication ouverte, de pas réprimander, d'être encourageant par rapport à ce type de façon de faire. Et puis c'est la culture de sécurité, l'éducation, la formation, aussi bien
prospectivement que rétrospectivement après au sein des équipes. Les petites astuces, c'est quand on est entre guillemets le follower, ou en tout cas la personne qui est censée oser dire quelque chose, c'est de se dire qu'en fait, tout ça, c'est pas pour soi, hein, c'est pour la sécurité du patient. Et de vraiment, pour se motiver, si on a un peu certaines craintes, de se dire que ça, c'est pour la sécurité du patient. Donc, c'est à notre responsabilité de faire quelque chose. Que globalement, toute l'équipe, ils travaillent pour le patient et ils sont là pour le bien-être du patient. Donc éviter aussi privilégier plutôt des messages où je dis je pense ou j'ai remarqué que, etc. Et puis d'écrire. Ne pas avoir ce côté de jugement et puis souvent aussi de proposer des solutions pour l'interlocuteur. Après, il y a des moyens mnémotechniques que Ségolène pourra développer aussi sur, par exemple, justement, le oser dire lors d'un conflit avec Desk, par exemple, où on décrit la situation, ce qu'on ressent par rapport à cette situation-là, après les solutions qu'on voit et on conclut sur la façon de faire. Et puis quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est la personne qui va recevoir la communication du oser dire, c'est de se dire que on a le droit au doute, d'accord ? L'erreur est humaine, ça c'est vrai, et de prendre conscience que l'objectif de la personne qui va dire quelque chose, c'est pas d'être contre soi et que c'est pas une critique. Et puis d'accepter ou pas ce qui a été dit, parce que c'est pas forcément valable ou c'est pas forcément ce qu'on veut faire, mais au final c'est important de mettre en place ce climat en tout cas d'ouverture. Bien communiquer, mais là je passerai un peu plus vite, sinon je vais dépasser mon temps, c'est aussi finalement d'avoir une communication positive. C'est ce qu'avait montré l'équipe de Grenoble, où pareil en simulation, il y avait un groupe qui avait une communication positive lors d'une transmission avec un médecin qui était à la fois en communication verbale et non verbale, qui faisait la transmission positivement d'un enfant qui allait être endormi pour... je ne sais plus trop quelle intervention. Et puis, parallèlement à ça, il y avait d'autres équipes qui avaient pour une communication négative, pas sympa, à la fois en non-verbal et en verbal. Et finalement, pour l'équipe qui avait eu la transmission avec une communication positive, il y avait... une meilleure performance de la gestion de la crise qui allait suivre, c'est-à-dire le laryngospasme chez l'enfant, et un meilleur score de performance de prise en charge de ce patient. Donc finalement, des éléments de communication, que ce soit verbal ou non verbal, peuvent avoir un impact sur le patient, sur la suite des événements lors d'une urgence vitale. Le choix des mots clairs, concis, précis, sans ambiguïté, c'est des éléments qui sont hyper importants. Et puis, comme je vous l'ai dit, des fois... Être direct, c'est pas forcément de donner un ordre de manière, mais de s'adresser à la personne, soit en donnant le prénom et pas rester flou. Il faudrait faire, on devrait faire, parce que sinon, on ne sait pas à qui ça s'adresse, etc. Et ça, c'est des éléments qui s'apprennent pour tout le monde. Et puis aussi de se rendre compte que des fois, en fait, en fonction du contexte de où on est, comment on se place, eh bien finalement d'être conscient qu'on peut avoir, qu'il va y avoir, c'est pas différents points de vue, c'est que finalement on voit pas les choses de la même manière et donc tout le monde avait raison ou tout le monde a tort, tout dépend de quel point de vue on se place et de se rendre compte de ça pour pouvoir faire avancer les choses et communiquer. Et puis il y a bien sûr des programmes de formation qui sont pas programmes de formation que à la communication, mais tout ce qui est autour du travail d'équipe avec le programme Teams Steps, qui permet finalement de faire travailler la communication interprofessionnelle, mais c'est qu'une partie finalement de tout ce côté de leadership, travail d'équipe qui est mis en place pour la prise en charge des patients. Et donc, ils mettent en avant tout ce que je vous ai parlé avant, avec l'outil SAED, la communication en boucle fermée, mais aussi s'exprimer à haute voix quand il y a des éléments importants pour que tout le monde ait bien conscience de la situation sur ces éléments-là. Donc, si on termine sur comment bien communiquer, alors je vous ai dit c'est une vidéo caricaturale, on pourrait encore mieux faire, entre guillemets, mais c'est pour vous montrer. Donc là, finalement, c'est la partie, on reprend la même partie de l'appel, avec le côté, entre guillemets, bonne communication, même si vous allez voir, par rapport à ce que je vous ai montré, il y a encore des choses qui pourraient être encore améliorées. Will, tu appelles Jean-Marie, 90-30, on est en salle 11, tu l'appelles en urgence, qu'il vienne avec le DSA, tu lui dis qu'il y a un arrêt cardio-respiratoire. Ok, je te baisse la table. D'accord, donc j'appelle au 90-30 Jean-Marie. Oui. Oui, allô ?
Allô? Oui, c'est Jean-Marie l'appareil. C'est l'IBA en salle 11. Est-ce que tu peux venir en urgence avec un défibrillateur, s'il te plaît? Un arrêt cardiaque en salle 11. Tu veux que j'amène le défibrillateur? D'accord, j'arrive tout de suite. Parfait, merci. Jean-Marie a été appelé, il arrive avec un défibrillateur. Parfait, nickel, merci. Merci pour la table. Parfait. Moi, c'est j'ai l'adrénaline 1 mg, 1 millilitre. Alors tu injectes 1 mg. 1 mg fait. Parfait, il est 15h01, 1 mg d'adrénaline noté. Est-ce que tu veux un relais? Alors, ça s'est arrêté. Bon, en tout cas, bon, je vous raconte la suite, mais vous pouvez la deviner. Donc après, il y a effectivement le médecin anesthésiste, l'aide médecin anesthésiste qui arrive secondairement, qui ramène bien le défibrillateur comme ça avait été demandé. Et il y a une transmission qui se fait quasiment parfaite, comme par magie. Mais voilà, tous ces éléments-là qui permettent en fait de se rendre compte quand même de différents types de situations. Et je pense qu'on a tous vécu des situations d'urgence vitale où la communication était chaotique, ça partait dans tous les sens, et on se rend compte a posteriori, si on fait un débriefing, qu'il y a eu des éléments essentiels qui ont pu être oubliés, mais pas par problème de compétences techniques, mais plus par mauvaise communication, et que l'adrénaline préparée a jamais été injectée parce qu'on n'avait pas fait la communication en boucle à ce moment-là, etc. Plein d'éléments comme ça qui sont importants. Donc, comment bien communiquer lors d'une urgence vitale avec l'équipe d'alerte? C'est faire une communication sécurisée et standardisée. Donc ça, c'est les mots-clés avec tous les outils dont je vous ai parlé. Vous avez différents éléments qui sont détaillés également, des recommandations sur les facteurs humains en situation critique. Et puis, si vous voulez vous entraîner dans la vraie vie, j'en profite pour faire une petite publicité, il y a avec le CAMR, donc le Comité d'analyse maîtrise du risque, une formation sur la gestion des risques et les facteurs humains qui est programmée pour le 20 novembre 2023, avec des simulations haute fidélité, avec justement des gestions de crise au bloc opératoire et en réanimation. Et entre autres, un des éléments qui est travaillé, c'est également la communication en situation de crise, mais pas que ça. Donc n'hésitez pas, alors je pense que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais à vous inscrire également. Et puis, si vous êtes intéressé sur tous ces éléments de compétences non techniques, de simulation et de formation au travail d'équipe, il y a le congrès de la Sofra-Sims, donc la Société francophone de simulation en santé, qui a lieu bientôt à Nice. Je vous remercie. Merci Antonia pour cette présentation très, très complète. Je vais laisser peut-être une ou deux questions. On fait à la fin? D'accord, on fait à la fin. Très bien. Et bien, dans ce cas-là, je présente Élodie Brunel, qui vient de Toulouse et qui va nous présenter comment parler avec la famille. Merci, bonjour à tous. Merci au comité Acute de m'avoir invité. Donc effectivement, je vais vous traiter du comment communiquer lors d'une urgence vitale. Et j'ai fait le choix de planter le décor également avec une vidéo, un extrait de film. Donc pour ceux qui l'ont vu, c'est le film Contagion. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Gwyneth Paltrow qui revient de son voyage professionnel en Chine, qui rentre à la maison retrouver Matt Damon. Ça commençait bien. Et ça se déroule moins bien après. Elle présente une hyperthermie importante et des convulsions. Et donc, elle est adressée à l'hôpital. Oui, c'est ça. Bess, est-ce que vous m'entendez? Je suis le docteur Harrington, vous êtes à l'hôpital. Elle est souffrante, et là, ce matin... Vous avez eu une attaque cérébrale ce matin, Bess. C'est la Elle première a des fois. antécédents? Ah non, non, Allergie, autre problème de santé? Oui, je crois qu'elle est allergique Est-ce qu'elle est tombée à la récemment? Elle s'est pénicilline. cognée la tête sous la Non, douche? elle rentrait de voyage, alors elle était un petit peu... Pas de drogue, amphétamine, ecstasy? On prend rien de tout ça, non. Qu'est-ce que... On a besoin d'aide ici. Bess. Il faut sortir, monsieur. Il faut sortir. Faut la perfuser. Donnez-moi 2 mg d'activant, s'il vous plaît. Et donc, en dépit de tous nos efforts, elle n'a pas réagi. D'accord. Son cœur s'est arrêté de battre et il se trouve, hélas, qu'elle est décédée. D'accord. Toutes mes condoléances, monsieur Emoff. Je sais que ce n'est pas facile à accepter. D'accord. Et maintenant, je peux aller lui parler? Monsieur Emoff, je suis désolé, votre femme est morte. Oui, mais enfin je viens de la voir. On était à la maison. Y a-t-il quelqu'un que l'on peut contacter? Quelqu'un que vous aimeriez à vos côtés?
Enfin, hier, on a dîné, mangé une pizza, elle a seulement parlé du décalage horaire. Vous avez dit qu'elle revenait de voyage de Hong Kong. Selon les derniers bulletins, les seules choses qu'il y a là-bas, c'est le H1N1 et la rougeole. Ici, ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors quoi, c'est quoi? Il arrive qu'on n'en sache rien. Pour la même maladie, il y en a qui s'en sortent et il y en a d'autres qui meurent. Alors nous allons devoir avertir le médecin légiste. Il pourrait requérir une autopsie, ou si vous aimez mieux, on peut en demander une, mais je suis sûr que ça ne vous en apprendra pas plus. A priori, je dirais que c'était soit une méningite, soit une encéphalite, ou... Avec l'encéphalite, on est souvent dans le flou. Si c'était en été, j'évoquerais peut-être une piqûre d'insecte, genre virus du Nil. L'herpès peut aussi provoquer une encéphalite. Elle n'avait pas d'herpès. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, écoutez, Monsieur Emoff, les services d'aide psychologique dans ce genre de deuil sont d'une très grande efficacité. D'accord? Pour atteindre une forme d'acceptation. Croyez bien que je suis désolé. Bon, on compatit. L'exercice n'est pas facile et on a dit qu'il fallait décrire et ne pas juger. Donc on va essayer de s'y tenir, ce d'autant qu'il n'existe évidemment pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais certaines sont plus dévastatrices que d'autres. Donc on va essayer de voir ensemble. Je vous ai ciblé quelques points des pièges et quelques pistes aussi. Donc quelques pièges à éviter et quelques pistes à favoriser. Un des premiers pièges, alors qui n'est pas dans l'extrait, mais qui nous arrive tous de tomber dans ce piège. Moi, la première encore, c'est d'énoncer peut-être un peu rapidement son nom et sa fonction. Donc on se présente, c'est bien, ça tout le monde le fait. Mais si on le fait de façon extrêmement mécanique, on passe à côté de quelque chose. Se présenter, ça veut dire être présent à l'autre, poser son regard dans son regard, et ça change la rencontre. Au milieu du service, on a vu, c'est pas terrible, on n'a pas envie de faire ça. Donc bien sûr, il faudra savoir se poser, gérer l'espace. La logorée aussi, on va essayer d'éviter. De temps en temps, on assiste à un cours d'anatomie ou un cours de physiologie. Il faut éviter. Donc l'idée, c'est d'avoir des phrases courtes, un peu comme dans la communication en équipe. Le plus courte possible, accepter les silences, un ton adapté, un rythme lent sans être traînant et une voix fluctuante. Il ne s'agit pas d'avoir un plan déterminé. Alors, bien sûr, on a quelques infos à faire passer, mais en fait, on doit se laisser porter, on va le voir, et il faut qu'on colle à la temporalité de la personne en face de nous. Des schémas classiques de communication qu'on a déjà vus. On n'est pas dans l'information où l'émetteur transmet un message au récepteur et ça s'arrête là. Bien sûr que notre communication, elle va être effective, efficace s'il y a une compréhension. Et donc la compréhension, elle va être facilitée par l'analyse des retours verbaux, du feedback, des retours verbaux et non verbaux. Donc, comme vous le savez, le verbal occupe assez peu de place et le non verbal énormément. Et ce qui compte, c'est la congruence entre les deux. C'est-à-dire que si vous êtes assis en disant « je vous écoute » et que vous vous levez subrepticement pour quitter la pièce, la personne va comprendre que vous n'écoutez pas. Donc il s'agit bien d'un processus qui a l'air plus compliqué qu'il n'y paraît, un processus interactif avec des variables psychologiques, cognitives et sociales. Je vais m'arrêter sur les variables psychologiques qui sont extrêmement importantes à connaître, très intéressantes à découvrir. Du côté des mécanismes de défense, du côté des soignants qui n'a pas envie de dire et du côté des patients qui n'a probablement pas envie d'entendre. Donc en vert, qu'on voit un peu dans le film, il y a du côté du soignant de la rationalisation, de l'activisme, il cherche à avoir un diagnostic, de l'évitement dès qu'il y a un peu d'émotion, il veut transférer le problème au psychologue. Du côté des patients, du côté de Matt Damon, du déni, la dénégation, l'isolation, en fait, il n'est pas dans l'affect, il n'est pas peiné, je dirais, entre guillemets, il le manifeste autrement. Rationalisation aussi, parce qu'il ne comprend pas, et elle était bien il y a 2 heures. Et puis la projection agressive, ça parle d'elle-même. Donc ce sont des mécanismes inconscients, adaptatifs, pour ne pas s'écrouler. Ils sont protecteurs et il faut surtout les respecter. Il ne s'agit pas de dire « Monsieur, vous êtes dans le déni ».
Je ne vous parlerai pas de Spike, c'est une méthode en 6 points qui est enseignée dans les centres de simulation et c'est très bien, mais ça a été mis au point par Robert Buchmann qui est cancérologue. Donc c'est vraiment une démarche qui est adaptée au temps long, à la médecine. Et donc j'ai fait le choix d'adapter à notre métier de l'urgence. Donc ça commence évidemment par la même chose, une évaluation. Qu'est-ce que la personne en face de vous sait pour que je colle au mieux, que je m'adapte au mieux, tout ça dans une frise, je dirais, chronologique, hein, avant, maintenant et ce qui va se passer après, pour repositionner la personne dans l'instant. Selon la gravité de la nouvelle, ça peut provoquer un véritable effroi, ce que les psychologues appellent une effraction psychique. Il y aura un avant et après cette annonce. Et en fait, tout du long, votre première information et tout ce que vous avez à dire, il va falloir être en constante évaluation de l'état émotionnel par ces retours verbaux et non verbaux, pour savoir si votre entretien va être plus ou moins lisse, entre guillemets, continu, ou s'il va falloir à chaque fois s'adapter. Comment on évalue? Alors, avec beaucoup de silence, on apprend à se taire hein, quand on se forme à l'entretien, on se tait beaucoup, on reformule, on répète. Si la personne vous dit « mais je ne comprends pas, c'est extrêmement brutal », oui, c'est brutal. Bon, c'est des choses qui ne sont peut-être pas si instinctives, qu'on croit, qui appartiennent aux psychologues. Et en fait, on se familiarise très très vite à ça. On accuse réception des émotions. Et donc, on a affaire à deux situations en cours de route, ou dès le départ, malheureusement. Soit vous arrivez à poursuivre parce qu'on est face à un stress adapté, soit vous allez devoir vous arrêter plusieurs fois, ou définitivement anticiper la fin de l'entretien si le stress est dépassé. L'exemple type et le plus aigu du stress dépassé, c'est la sidération. Et à la fin, c'est important dans tous les cas, même si vous ne savez pas si ça sera entendu, mais en tout cas, il faut bien résumer, avoir un plan d'action, on en est là, on va faire ça, et surtout, on se revoit. Alors, on ne vous abandonne pas, il y aura une suite à cet entretien dans une demi-heure, 1 heure, etc. Communiquer, ça fait longtemps qu'on me le répète, c'est une urgence. Quand les familles arrivent et qu'on les place dans un endroit adéquat, les minutes sont des heures. Donc il ne s'agit pas, comme je l'ai eu entendu, de dire je les verrai après le scanner. Ça prend le temps que ça prend et c'est beaucoup trop long. Donc même si vous n'êtes pas disponible, il s'agit de former un collaborateur éventuellement à aller dire le médecin s'occupe de votre proche, il sait que vous êtes là et il viendra vous voir dès qu'il peut. Et là, ça fait retomber autant que possible un peu la pression, sinon les gens montent en pression et c'est là qu'ils vous sautent dessus. Et ils ont bien raison. Quand vous les voyez. C'est important et utile de les voir à plusieurs, avec une infirmière, un interne, s'entendre sur ce qui va être dit, ou en tout cas ce qu'on va chercher à dire, qui prend la parole, le leader étant évidemment là le médecin souvent, cadrer l'improvisation. Encore une fois, on sait les 2-3 infos à faire passer, on ne sait pas forcément comment on va les faire passer. Et le briefing me paraît, alors je ne vais pas vous mentir, hein, je ne le fais pas dans 100% des cas, mais alors la situation où il est indispensable, c'est quand vous allez avec un chirurgien. Savoir si, enfin je ne vais pas vous convaincre manifestement. Les entretiens, quelques éléments. Analyser les retours verbaux et non verbaux, c'est pas céder à l'interprétation. Si vous aussi, dans votre analyse, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'incohérent, vous faites répéter, vous faites préciser. Voilà. On ne part pas dans des interprétations sans fin. La famille, l'entourage, c'est une identité, une histoire, une culture, un système. C'est des choses qu'il faut respecter. On ne changera pas le mode de fonctionnement de certaines familles, donc on doit faire avec. J'insiste sur le fait que ce qui est dit n'est pas forcément ce qui est entendu, eu égard à ces fameux mécanismes de défense. Il ne s'agit pas de faire le procès ni du patient, enfin ni de la personne en face et dire « mais bon sang, il n'a rien compris au précédent », si vous êtes au 2e entretien. Au précédent entretien, il n'a rien compris, ni mon collègue s'y est pris comme un manche. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, on ne veut pas savoir forcément ce qui s'est passé. On fait page blanche et on redemande avec cette évaluation qu'est-ce qu'on vous a dit, parce que qu'est-ce qu'on vous a compris, ça pourrait sous-entendre qu'ils ne sont pas capables de comprendre, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on vous a dit la dernière fois, et voilà, on repart à zéro.
Il y a possibilité de mettre un terme à l'entretien si ça tourne en rond. On a tous le fameux mais ça allait bien tout à l'heure, ou mais ça va aller docteur, alors que vous avez dit des horreurs, mais ça va aller docteur une fois, deux fois. Il faut s'arrêter là. Vous pouvez user du non-verbal et dire écoutez, j'espère, ou bref, mais en tout cas, pas redire 10 fois la même chose. Si ça passe pas, c'est que ça passe pas. Pas d'acharnement dans l'information, alors ça c'est pas forcément lors du premier entretien, mais on voit beaucoup dans certaines équipes, dès lors que la personne en face, il peut y avoir de l'ambivalence, hein, l'espoir de guérir, et tout en ayant conscience du risque de mort. Donc dans cette ambivalence, quand on voit les personnes avec un sourire, de temps en temps il y a quelqu'un qui repasse et qui dit non, il sourit, il n'a rien compris, donc je vais lui redire qu'il y a un risque de mort. Je vais lui redire une fois, je vais lui redire 2 fois, et tout le monde passe et tout le monde redit. Faut éviter ça. Il y a des risques de deuil anticipé et de renforcer les mécanismes de défense. Donc ce sont bien, encore une fois, des mécanismes à respecter. Une diapo sur la colère à laquelle on peut avoir malgré tout affaire. Pourquoi la colère? Encore une fois, c'est quelque chose qui protège, qui donne le sentiment de maîtrise et qui permet d'évacuer une certaine angoisse. Donc à nous de répondre en reconnaissant, en accusant réception de cette émotion. Bien sûr, pas d'escalade. Savoir mettre un stop si ça va trop loin, hein, quand s'il y a des objets qui cassent, etc. Là, on est en droit de dire ça va pas être possible. Et puis on peut même arriver à un stade ultime que m'avait conseillé un psychiatre. Si jamais vous ressentez la peur, comme ça peut arriver, vous pouvez le dire. Excusez-moi, mais là j'en suis à avoir peur de votre réaction. Et il paraît que ça marche. J'ai jamais eu à l'utiliser, mais il paraît que ça marche très bien. Le décès, bon, on a eu l'illustration, c'est quelque chose de potentiellement stressant. Vérifier l'identité, il y a eu des couacs. Le lieu choisi, on a vu ce qu'il ne fallait pas faire. Le non-verbal peut être utile. La chronologie, là, il ne va pas falloir se perdre non plus dans des explications et dans une temporalité trop longue. Il y a une dizaine d'années de ça, j'ai mis trop de temps, manifestement, pour la personne. Puisqu'elle m'a quasiment sauté au cou en me disant mais si je le disais pas, elle allait jamais me le dire. Donc on voit bien que probablement que mon non-verbal devait parler aussi, donc j'étais dans cet embarras-là, et donc pas tergiverser et dire le mot mort, évidemment, dans ce contexte d'urgence, de mort inattendue, il faut dire le mot mort. Même le mot décès n'est pas perçu par tout le monde, pas entendu. Ne pas vouloir occuper les silences ou répondre aux pleurs et aux cris, ne pas chercher à atténuer des souffrances qui ne peuvent pas l'être. Il y a un débat sur le fait de dire ou de ne pas dire « je suis désolée ». Je pense que quand ça sort tout seul, ça sort et puis c'est tout. Certains y verraient le fait de s'excuser de quelque chose. Bon, je ne suis pas convaincue. Donc, écoutez toujours. Pas énormément de bibliographie, deux grosses études intéressantes. La bonne communication, à mon sens, c'est beaucoup de sincérité et de transparence. Et quoi de plus transparent que de proposer aux familles de rester pendant les réanimations d'arrêt cardio-respiratoire. C'est une étude qui a 10 ans, multicentrique, une quinzaine de SMUR, une douzaine de SMUR. Et donc on voit que pour les familles qui ont accepté, je vous ai mis que les familles présentes, 80% avaient accepté dans le groupe interventionnel, et donc dans les familles qui sont restées, moins de syndrome de stress post-traumatique et moins de syndrome anxio-dépressif, donc ça marche. Et une deuxième étude multicentrique, alors on s'éloigne un peu de l'urgence, et un peu beaucoup, c'est sur les livrets de fin de vie qui étaient distribués en multicentrique, c'est l'Autrette qui avait fait ça. Donc il y avait une distribution de livrets pour expliquer aux familles comment ça allait se passer, les limitations de traitement, etc. Et en plus de cette distribution de livrets, il y avait une formation à l'entretien. Et donc les entretiens duraient 10 minutes de plus, 30 minutes contre 20, et sur ces 10 minutes supplémentaires, 8 minutes d'écoute. Donc on ne sait pas la part du livret ou de la formation à l'entretien, toujours est-il que là encore, diminution du syndrome de stress post-traumatique et diminution des syndromes anxio-dépressifs.
Donc 2 diapos de synthèse. Quelle place pour la famille et l'entourage? Leur place. Donc il s'agit de penser à eux d'emblée. Que c'est pas seulement informer, c'est communiquer et rencontrer. Et qu'une communication efficace peut prévenir des crises. Là, une mauvaise communication peut aggraver la situation. Communiquer reste une urgence dans ces situations-là. Ne pas laisser les familles attendre même des minutes, encore une fois. Une urgence ne veut pas dire tout dire en urgence. On l'a bien vu, il va falloir prendre le temps. Donc s'il y avait 4 mots à retenir, la présence, l'écoute, apprendre à respecter les silences, respecter les différences de temporalité. Et donc j'espère vous avoir apporté quelques outils pour rendre l'exercice de compliqué et stressant à juste complexe. Merci. Ah oui, des petits ouvrages. Il y a un parti pris quand même. Donc j'ai eu la chance de coordonner ce livre avec Fabrice Michel et Florence Plantet. Récemment, nous avons eu une critique plutôt positive de la JAR Paris, qui précisait quand même que c'était pour les internes intéressés par le sujet. J'ai envie de dire que pour les autres aussi, ça peut être intéressant. Enfin, j'espère. Merci beaucoup. On va continuer sur la communication avec l'équipe chirurgicale, avec Henri de Lesquen. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis honoré d'être là. Je suis ravi de représenter l'équipe chirurgicale. Donc Henri de Lesquen, je suis chirurgien thoracique militaire. Et je me suis intéressé aux facteurs humains parce que la première vague du Covid, j'étais en opération extérieure à Niamey. Je me suis retrouvé du coup isolé avec un pilote de chasse. Dure expérience. Là, je pensais être mégalo, mais j'ai rencontré plus mégalo que moi. Et en fait, je me suis aperçu que dans leur cursus de formation, ils avaient une formation intégrée de facteurs humains. Une formation à la communication, à la gestion d'équipe. Et ça, moi, je suis resté un peu ballant, parce que c'est vrai qu'on n'a aucune formation pendant notre formation à cela. Alors la SFAR, les anesthésistes, vous êtes... et les réanimateurs, pardon, et les médecins périopératoires. Vous êtes très avancés sur le sujet et depuis des années, et vous portez cette culture de sécurité avec vous, et peu à peu, on est un peu contaminé, et fort heureusement. Donc un grand merci déjà. Je vais commencer par vous introduire ces réflexions qui sont faites par Cooper, qui a fait la une des 2 journaux des sociétés savantes américaines d'anesthésie et de chirurgie. Et il dit bien que le duo anesthésiste et chirurgien est une clé pour la sécurité du patient, mais on verra que c'est amené aussi bien plus que ça. Et je me suis présenté en tant que chirurgien, et tout de suite, vous avez appliqué des références qu'on a vues depuis tout à l'heure, à savoir l'interne de chirurgie ne comprend rien à la physiologie des patients et ne sait pas ce que c'est qu'un patient grave, à savoir il est très mauvais communicant avec les familles, et tout de suite vous avez affiché un stéréotype qui n'est pas loin d'être la vérité, mais qui me donne, à mon avis, un peu plus de travail que ça. Et pourquoi vous avez affiché ça? Parce qu'en fait, on fonctionne en tribu. Alors je vous invite à lire les travaux de Paul Ekman. Paul Ekman, il traduit comme Cooper, enfin Cooper traduit le bloc opératoire comme un champ d'affrontement entre 2 tribus, les anesthésistes et les chirurgiens. Et Paul Ekman, lui, dans les années 70, il allait voir de nombreuses tribus, et il a établi comme ça 6 émotions primaires, la joie, la tristesse, le dégoût, qui sont là pour à la fois assurer une capacité de survie de l'individu et également du groupe. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, ces émotions vont nous permettre, vous parlez de paraverbal, mais ces émotions vont être capitales pour décider, agir et agir ensemble. Et des fois, c'est même un peu trop. Des fois, quand vous exposez 2 cohortes d'internes d'anesthésie sur un scénario d'hémorragie, vous les mettez avec un chirurgien, monsieur Connard, ou monsieur Odieux, excusez-moi, je m'égare, et un chirurgien sympa, et ben on voit que les compétences techniques élémentaires sont mises à défaut. Placer une deuxième voie veineuse, demander
des culots, ça va être oublié à l'échelle de l'individu, et ça va être également nocif pour le travail en équipe. Donc, la gestion de ces émotions, elle est capitale. Et j'irai même plus loin, la gestion de ces émotions, elle va s'exprimer par le stress. On parlera de stress aigu, je ne parlerai pas de stress chronique. Mais ce stress qui est traduit par Daniel Kahneman, qui est prix Nobel, qui était psychologue ergonome. Daniel Kahneman va vous dire qu'on a deux manières de décider. Une manière automatique et une manière adaptative. Et 90% de nos décisions, elles sont prises de manière automatique. Et quand arrive un inconnu, un impondérable, il va falloir apprendre, et je dis bien apprendre, parce que tout n'est pas inné pour le chirurgien, fort heureusement, il va falloir apprendre à passer sur un mode adaptatif. Et ça se travaille. Ça se travaille, et jusqu'à présent, je trouvais qu'on avait une formation qui était beaucoup basée sur l'inné, et qu'il va falloir acquérir ces compétences-là. Si on va plus loin dans l'aide à la décision, comment la communication peut aider à la décision, il faut se rappeler des travaux de Mika Hensley. Mika Hensley, elle était scientifique, elle a été conseillée auprès de l'équivalent du chef d'état-major de l'armée aérienne américaine. Elle va traduire à partir de son expérience sur l'analyse des crashs aériens, elle va parler de la conscience de situation. En gros, la conscience de situation, c'est comment je perçois le problème, comment je le comprends, comment je projette ma solution dans le futur. Et ça prévaut à la décision et ça prévaudra même à l'action. Ce qui veut dire que ce qui est capital pour un chirurgien, par exemple, quand il arrive au déchocage, ou pour un anesthésiste aussi, ou pour un médecin et, du périopératoire et un réanimateur, c'est également d'avoir une bonne perception des informations. Et cette perception, on va aller la chercher sur ce qui s'impose à nous, et souvent c'est le scope, sur les différentes données qu'on peut avoir, sur les autres, quel est le degré finalement d'agitation ou déchocage. Vous connaissez tous ces déchocages, il y a tellement de monde qu'on ne sait même plus si c'est grave ou pas grave, mais on va chercher un peu le leader, on va voir un peu quelles sont ses impressions, et après il y a l'environnement qui va aussi nous intéresser pour prendre une décision. Est-ce que je suis isolé au Sahel avec 5 poches de sang, ou est-ce que je suis au déchocage de Lyon, où là j'ai un peu plus de moyens. Et donc, notre compréhension de la situation va dépendre, de nos objectifs, nos projets d'action, et puis nos propres schémas mentaux, notre construction mentale. Et après, on va projeter notre action dans nos hypothèses, en tout cas, et c'est là où on est assez inégaux. Effectivement, pour celui qui a connu 20 fois la situation, eh ben, il est quand même beaucoup plus simple d'avoir un raisonnement heuristique, parce qu'on travaille par similitude, et donc on va retrouver une même situation, et donc on va vite comprendre ça. Mais ce n'est pas le cas de tous, et c'est souvent les internes qui sont au déchocage, et donc il faut les excuser de leurs aléas. Pour ce qui est de la prise de décision, effectivement, l'interne comme le senior ne vont pas avoir le même délai d'action, parce que là, il va réfléchir, observer, identifier le problème, interpréter, évaluer, définir la tâche. Quand il y a une procédure, et encore en anesthésie de réanimation, vous êtes très riche en procédures, ce qui n'est pas tellement le cas de la chirurgie, eh ben on va identifier le problème et donc faire un raccourci avec cette procédure qui va s'appliquer, et souvent qui est supportée par des aides cognitives qui nous permettent de choisir rapidement. Et enfin, l'expert, lui, va avoir un raisonnement très rapide d'action-réaction, et c'est ce qui explique, à mon avis, une petite différence, en tout cas dans la rapidité de la prise de la décision. C'est le modèle SRK de Rasmussen qu'il a écrit en 82. Et une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on insiste, quand on fait des préparations opérationnelles avec les antennes chirurgicales, parce que du coup, on a monté depuis quelques années un cursus de formation de type CRM, avec des cours théoriques et des simulations pour les équipes chirurgicales, qui sont vraiment, pour moi, un laboratoire assez incroyable de ce qui peut se passer à l'hôpital. Une équipe de chirurgie projetée, c'est un anesthésiste, 2 chirurgiens, 2 IBOT, 2 IAD, 4 infirmiers et un personnel administratif. Ils sont ensemble pour 3-4 ans. Et on a là un bon laboratoire. Bon, je ferme ma parenthèse. Mais on insiste dans ces accueils multivictimes ou monovictimes à l'utilisation d'un tableau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le tableau, c'est un truc très simple. On va tous se réunir devant le tableau et là, on prend une décision. Et on prend le temps d'une décision dans une situation d'urgence. Prendre le temps, ça veut dire avoir une décision qui soit solide,
discutée et donc qui sera la plus fiable possible. Bien sûr, on a tous cette décision après un peu plus rapide, on a déjà connu ça, on va faire ça, qui a ses défauts, on a toujours fait comme ça. Après, il y a la décision par défaut, évidemment, il faut avancer, on va décider. La décision routinisée, et puis enfin, il y a la décision spontanée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corollaire de ça, c'est que plus on prend de temps à décider, moins on aura envie d'être remis en cause. Et si le postulat de départ est faux, la décision ne sera pas bonne, mais si elle a bien été construite, on y accordera beaucoup de crédit. Pour parler de la prise de décision, on va également communiquer. Alors moi, je suis un novice par rapport à vous tous sur la simulation, et je trouvais que ces débriefings autour de la communication ne me parlaient pas. Ça veut dire quoi, communiquer? Alors il y a effectivement une grande déperdition entre ce que je veux dire, vous connaissez cette phrase de Weber, avec une déperdition, je ne sais pas qui l'a qualifiée comme ça, mais de 90%, pourquoi pas. Le problème des publications en facteur humain, c'est qu'il y a assez peu de métriques finalement, et donc ces publications, elles sont souvent de l'ordre du concept plus que de la réalisation. Pareil, je me suis allé voir ce que faisaient les Américains, très pros dans ce domaine-là, avec les concepts Team Step. Alors, je vais juste donner quelques clés qui me paraissaient importantes d'apprendre, parce que finalement, vous pouvez demander à un interne de bien communiquer, mais si vous ne lui avez jamais dit avant ce que c'était que le SBAR ou le SAED, ce qui n'est pas enseigné en interne de chirurgie, eh ben, il aura toujours une communication merdique. Donc effectivement, la clarté du propos, parlez fort. Et combien connaissent de chirurgiens qui marmonnent? Moi, je suis le premier à marmonner. Notre capacité attentionnelle, elle est limitée. On est focus sur ce qu'on fait et forcément, on marmonne. Donc moi, je dis aux équipes, n'hésitez pas à me faire répéter. Je répéterai volontiers si le moment est opportun, bien sûr. Quand le moment n'est pas opportun, tout le monde s'en rend compte, donc c'est vite fait. La deuxième chose, il faut profiter des moments où il y a une condition de réception du message qui soit favorable. Une courte vidéo sur la prise en charge avec traumatisme sévère à Sainte-Anne, un trauma leader, qui est donc un anesthésiste, qui va faire un briefing avant l'entrée du malade, et on va profiter de ce temps mort entre l'appel et l'arrivée pour briefer les équipes. Chacun a son poste, chacun a son rôle, et le chirurgien il est présent au déchocage dès l'arrivée. Est-ce que les hauts négatifs sont prêts? Si c'est pas grave, bien sûr, je reste pas très longtemps au déchocage, mais si c'est grave, on s'en va rapidement. Ok. Allez, 2 plio, 2 au neg. Et donc ça nécessite pour les chirurgiens une organisation. 27 de PAM. Voilà, 27 de PAM. Moi, j'entends le MAR me dire adrénaline. Moi, je lui dis, tu auras côté une resuscitation. Voilà, je suis binaire, j'applique le protocole. Maintenant, on passerait au rébois maintenant, mais c'était l'idée. Pour vous montrer que même en situation d'urgence, à mon avis, il y a des temps à optimiser pour la communication. Enfin, il y a un grand filtre de l'interprétation. Il faut tenir compte, effectivement, je vous parlais de tribu tout à l'heure, effectivement, on n'a pas la même vision. Et effectivement, vous avez tous une vision commune de ce qu'est un chirurgien, et cette vision, je vous invite à lire les travaux de Lingart. En gros, pour l'anesthésiste, c'est assez clair, il y a un truc commun, le chirurgien, il ne respecte pas ses temps opératoires, il n'a aucune idée de si ça saigne ou pas, en tout cas, il mésestime souvent ses saignements, et il a une vision assez lointaine de la physiologie du malade à l'instant T. Je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est une réalité. Pour le chirurgien, la vision de l'anesthésie, ça va être quoi? Ça va être, lui, il est à cheval sur ses horaires, il est distrait au bloc, il n'est jamais en salle quand il faut, il est distrait au bloc opératoire, et il a tous les torts du monde. Bref. Est-ce que ça va faire avancer les choses? Non. Et comment on fait pour lutter contre ces schémas préconçus? Ce que propose Lingart et d'autres, c'est effectivement de prendre le temps de faire des briefings, des débriefings. Prendre le temps de mettre tout le monde dans le bain pour mieux agir. Mais ces briefings, je vous rejoins complètement sur la notion de réception et de communication et lutter contre l'infobésité en utilisant effectivement, là j'ai cité le SBAR, mais j'aurais pu citer la version française de SAED, et pour les équipes chirurgicales opérationnelles, on utilise le MIST qui est international et qui est utilisé par l'OTAN, mais qui correspond à peu près au SAED.
Et le dernier filtre, effectivement, c'est le filtre de la mémorisation. L'intérêt des checklists, il n'est plus à démontrer en termes d'erreurs chirurgicales et médicales sur les erreurs de côté, les erreurs au bloc opératoire. La checklist, elle a une importance capitale. Alors, vous aviez cité en introduction Atul Gawande, qui mérite, à mon avis, un prix Nobel. Atul Gawande, qui a beaucoup travaillé sur les checklists au bloc opératoire. Et il a édité comme ça un petit recueil avec plusieurs checklists en fonction de la situation. Et la checklist sur l'hémorragie, je vous l'ai mise ici parce qu'elle me paraît hyper intéressante, en tout cas à pratiquer dans notre pratique. La première notion de l'hémorragie, c'est appeler un ami. Effectivement, chez vous, c'est ultra rodé. On appelle un deuxième anesthésiste. Et bien, chez les chirurgiens, ce n'est pas le cas et on y travaille pour que l'ego prenne le pas sur la raison. Enfin, la raison prenne le pas sur l'ego, pardon. Et du coup, effectivement, il y a toute une partie dans cette checklist que je vous invite à lire, qui est une partie purement d'anesthésie, et il y a une partie chirurgicale. Cette partie chirurgicale, elle est assez simple. Hein. Elle est quels sont de quoi ai-je besoin? Dans quelle stratégie je vais placer mon malade? Est-ce que je vais le placer dans une stratégie de damage control pour rejoindre la chirurgie d'urgence? Si je le place dans une stratégie de damage control, c'est-à-dire qu'en amont, j'ai eu les informations comme quoi il était hémodynamiquement instable, qu'il était en coagulopathie sévère ou qu'on était dans une situation de transfusion massive. Si je n'ai pas eu ces informations-là, je ne pourrais pas bien décider de la chirurgie adaptée. Chauffer les patients et les fluides, ça appartient aussi au chirurgien de mettre un berruguer et effectivement se poser la question du contrôle hémorragique. Et je reviendrai là-dessus, c'est que il y a, globalement, je vais reprendre ma chirurgie d'hier. Je fais une lobectomie pulmonaire qui paraissait relativement simple. Clé de l'artère pulmonaire. Donc là, il y a la première solution, c'est le contrôle, ça s'appelle scramble, c'est un contrôle incontrôlé, où je mets mon doigt dessus, puis après, voilà, je vais essayer de mettre un point. Ça, c'est au niveau opportuniste, quoi. C'est au premier niveau. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup de contrôler, et c'était un peu merdique. Ça passe ou ça casse. Souvent, c'est que ça casse. Plus on va s'accorder du temps à la réflexion, plus on aura une démarche qui sera aboutie. Et effectivement, l'étape d'au-dessus, c'est d'être tactique. C'est j'ai fait un trou, ok, je vais contrôler au-dessus, en dessous, ok, et après je vais passer un point, appeler un ami, et voilà. Et encore au-dessus, c'est passer à l'échelon stratégique. C'est-à-dire faire une checklist qui ressemble à un briefing. Je fais une lobectomie pour un patient qui a une tumeur proximale, il a une chimiothérapie d'induction, il y a de grandes chances que ça saigne. Est-ce qu'on a des culots en réserve? Est-ce qu'on a un ami à appeler? Est-ce qu'on a prévu des moyens d'hémostatiques? Et comme ça, quand le problème survient, on n'a pas une IBOT qui d'habitude fait de l'ORL ou de l'ophtalmo qui est aux fraises. Elle sait ce qu'elle doit prendre parce qu'elle a déjà préparé tout ça sur table et on a mis toute l'équipe déjà dans une situation où elle va, on ne va pas dire attendre le problème, mais en tout cas, elle est dans une situation de vigilance. Et à ce moment-là, avec un tel briefing, on peut se permettre effectivement d'anticiper. Mais ça veut dire qu'effectivement, ça vous rejoint d'avoir une communication au préalable et d'avoir une certaine anticipation. Alors, est-ce qu'après, en situation d'urgence, on peut appliquer ces principes-là? Je dirais oui, hein. Enfin, c'est l'introduction de Mattox dans le Top Knife, qui est un peu la référence des chirurgiens traumatologues. Il y a toujours une phase, avant que le patient rentre au bloc opératoire, une phase d'attente. Et c'est là où on doit briefer nos équipes, à la fois chirurgicales et anesthésistes, sur le patient, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'on suppute qu'il est, quels moyens d'hémostase j'ai besoin, quels moyens d'hémostase médicale, enfin réanimatoire, on a besoin, et ainsi on découvre pas, on rentre pas un patient hémorragique en salle sans qu'il y ait un cell saver, sans qu'il y ait tous les moyens à disposition hémostatiques, médicaux et chirurgicaux. Tout ça pour pas arriver dans cette situation un peu catastrophique où on a tout le temps ce commentaire un peu désobligeant. Alors là, encore une fois de plus, le Team Step a une formulation qui est sympathique. En gros, quand vous discutez entre confrères, il faut dire, c'est le CUS, je ne sais pas si ça vous parle, le CUS, c'est « je suis concerné par le problème, je ne suis pas très confortable avec la solution que tu proposes, ensemble, on va travailler à un moyen plus safe ». Voilà, c'est très américain, mais ça marchera mieux, à mon avis, que ça saigne le tromblon. Voilà.
Alors comment on peut encore lutter contre ces problèmes de communication? Eh ben, il y a une seule chose qui a montré une certaine efficacité, c'est le travail en équipe. Je dis l'équipe au sens large du bloc opératoire. Et je ne sais pas qui a la chance de faire des simulations à la fois d'anesthésie et de chirurgie, voire d'anesthésie, chirurgie, de réanimation. Parce que vous parliez des futures journées de la SFAR. Effectivement, on voit que ça concerne les MAR et les IAD. Alors, j'imagine que le topic, c'est plutôt réanimatoire. Ouais. Et ben, moi, je trouve que depuis 2 ans maintenant, je me suis investi dans la cellule de simulation de l'hôpital. Et alors, le gros problème de la simulation en chirurgie, c'est qu'on manque de modèles pas très chers pour faire travailler techniquement des chirurgiens. Mais je pense qu'on a, effectivement, avec les antennes chirurgicales, réussi à monter quelque chose de plus développé, où on va vraiment axer la formation sur le facteur humain, sur les problèmes de communication. Mais ça veut dire que si on fait comme les Américains, il faut avoir une journée complète de cours théoriques, didactiques, et après 1 an de formation au briefing et au débriefing. C'est à mon avis très exigeant, mais c'est pas inatteignable. Voilà. Je conclurai avec cette diapositive pour reprendre le papier de Cooper. Je pense qu'effectivement, vous avez la lourde charge de nous transmettre cette culture de sécurité. Je pense qu'on en est encore à des années-lumière, mais chemin faisant, le facteur humain, la culture de sécurité imprègne nos blocs opératoires et imprègne la jeune génération de chirurgiens. Et je pense que c'est un des moyens clés pour recréer des blocs opératoires avec une bonne pratique en équipe et pourquoi pas un peu de joie de vivre et d'humain. Merci. Merci à vous. Un grand merci pour ces partages. Et je suis ravi qu'on puisse parler de facteurs humains et de communication au sein de nos blocs, nos réens et de services d'urgence parce que c'est capital. Et la communication y est très importante. On va commencer par quelques questions si vous avez dans la salle. Et puis après, nous enchaînerons avec le repas de midi de 13h. Bonjour, je voulais profiter d'avoir un chirurgien sensible à la question justement pour vous demander, en fait, on sait qu'au bloc opératoire, souvent les tensions, elles sont aussi liées au fait que les gens sont stressés. Et je pense que les gens qui sont désagréables, souvent, sont juste stressés. Et on prend l'exemple du choc hémorragique, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller comme formulation pour aider le chirurgien à accepter d'appeler un ami? Parce que je trouve que c'est très difficile, en fait, de dire... nous, c'est évident d'appeler quelqu'un et ça ne remet pas en cause nos compétences. C'est juste que c'est difficile et qu'il faut être plusieurs. Et parfois, ça saigne et on dit tu veux pas que j'appelle. Et en fait, c'est souvent très mal perçu, alors que c'est pas méchant et c'est juste pour aider. Non, c'est effectivement, on a bien un problème de culture et qu'il faut attendre. J'ai envie de vous dire, pour être assez investi auprès de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, c'est la première chose qu'on dit aux internes. Avec Jean-Marc Bast, la première chose, c'est d'appeler un ami. Et encore hier, j'ai appelé mon patron, et finalement, ce qui était au début perçu, même par moi, comme une faiblesse, ça se révèle être très positif. Très positif, et je pense que c'est ce qu'il faut travailler par le biais de la simulation, parce que c'est pas sur la phase aiguë qu'on va arriver à transformer les comportements. Je pense qu'on pourrait faire toutes les RMM du monde, ça ne changera pas grand-chose si c'est vécu comme un tribunal. Je pense qu'il faut effectivement essayer de travailler le problème plus en profondeur, donc par la formation des internes à la simulation, par intégrer l'équipe chirurgicale à la simulation. Et c'est pas de votre faute, hein. Je pense que c'est clairement le problème clairement chirurgical. Mais je pense qu'il y a une génération qui est beaucoup plus sensible à la simulation, parce que pour reprendre les mots de Pierre, les manières, on n'a pas le choix, hein. Si vous voulez progresser dans la vie, ça passera par la simulation. C'est le moyen pédagogique actuel. Donc là, maintenant, voilà, je pense que la démarche est faite auprès des jeunes chirurgiens, en tout cas dans ma spécialité, et que l'appel à un ami n'est plus perçu comme effectivement quelque chose de négatif, bien au contraire. Et après, il y a aussi la pression médico-légale qui va jouer en notre faveur. Je pense que de plus en plus, on ne peut pas se permettre des grandes hémorragies à gérer seul. Souvent, on a besoin de 4 mains. Et voilà.
Merci. Si je peux juste compléter. Alors déjà, merci beaucoup pour cette intervention. Et effectivement, il y a deux aspects là, de ce que tu viens de développer. Alors, par exemple, Atul Gawande est chirurgien. Donc, en fait, il y a quand même une culture de tous ces éléments de facteurs humains qui est issue des chirurgiens. Tous les éléments sur les grilles de compétences non techniques, ça fait depuis de nombreuses années qu'elles ont été effectivement développées en anesthésie, mais très tôt, en fait, en chirurgie. Et donc, je pense qu'en France, là, c'est en train de... Enfin, on le voit depuis quelques années, dans le milieu chirurgical, c'est aussi en train de se développer. Et pour compléter ce que tu disais par rapport à la simulation, moi, j'ai la chance de travailler aussi dans un centre de simulation en santé. Donc, effectivement, celle qu'on va faire pour la SFAR, c'est plutôt anesthésie et infirmier anesthésiste. Et par contre, grâce à la chirurgie robotique, on a pu vraiment mettre en place des formations de simulation au sein des blocs opératoires, donc in situ. Après, il faut arriver à savoir qui veut bien céder et donner sa vacation. Ça, c'est un autre problème. Et grâce à ça, ça a permis d'avoir des éléments techniques chirurgicaux qui permettaient que l'équipe chirurgicale IBOD soit vraiment active, que l'équipe d'anesthésie, médecin anesthésiste et infirmier anesthésiste soit vraiment actif, puisqu'on prend le mannequin à haute fidélité pour le patient, plus le simulateur robot. Et donc, en fait, c'est juste une occasion de travailler les facteurs humains, quels que soient, enfin, je veux dire, les thématiques, c'est arrêt cardiaque et hémorragie, donc on le connaît même avant de venir, mais c'est de faire justement tout ce qui est de la communication, de l'appel à l'aide rapide et précoce. Et donc, c'est possible, c'est compliqué à mettre en place, mais ça fait partie des différentes étapes d'implémentation et de la culture médico-chirurgicale dans ces deux sens-là. Mais effectivement, il y a encore du travail à faire, mais c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que le robot, c'est un super vecteur, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est comme dans l'aéronautique, on est arrivé au bout d'un process technologique, et du coup, on va s'intéresser aux non techniques. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'aéronautique, avec une première mortalité qu'on accepte parce qu'on vole sur des avions qui volent à peine. Après, l'équipement va s'améliorer et arriver à son aboutissement. On aura encore des erreurs, donc on va s'intéresser à l'humain. La deuxième raison, c'est que le robot, il y a une problématique qui n'existait pas avant, enfin, qui était moins visible, qui est la communication avec l'opérateur qui est sur le champ et celui qui est dans sa colonne robot. Donc c'est vrai que c'est une deuxième problématique qui va pousser, en tout cas, le robot. Et la troisième chose qui va faire du robot un vecteur de sensibilisation aux facteurs humains, c'est que le robot, actuellement, il y a un quasi-monopole par Intuitive qui oblige les chirurgiens à des formations à être labellisés sur le robot, d'Intuitive en tout cas. Et dans ces formations, il y a des formations non techniques parce qu'elles sont directement issues de la culture d'ingénieur. Et donc, voilà, c'est le troisième vecteur. Merci beaucoup à tous les trois pour vos très beaux topos. C'était extrêmement éclairant. Moi, j'avais deux questions, en fait, et je vais profiter d'avoir le micro. J'en avais une pour Élodie. Il ne faut pas dire on est désolé après un décès. Je suis assez d'accord. Est-ce qu'on peut présenter nos condoléances aux familles? Parce que j'hésite toujours, moi, à le faire. Et est-ce qu'en son nom propre et au nom de l'équipe, est-ce qu'on peut présenter ces condoléances à la famille après un décès? Parce que, effectivement, désolé, ça serait reconnaître une erreur ou une faute. Les condoléances, c'est peut-être plus empathique. Je vais appeler un ami. Martine Rusniewski a une phrase que j'aime beaucoup, que je reprends régulièrement, qui est... alors, ça va me revenir. C'est pas tellement les mots qui comptent, c'est la façon de les dire. Et on en revient au verbal et au non-verbal. Alors, sa phrase exacte, c'est « on a le droit d'être maladroit, on n'a pas le droit d'être absent ». Donc, qu'on dise le fait de ne pas dire je suis désolée, je crois que ça m'a échappé et ça n'a pas été forcément mal pris ce jour-là. Et les condoléances, je vais parler que personnellement, c'est pas quelque chose que je dis facilement. Et donc, ça ne me vient pas auprès des patients. Je ne pense pas que ce soit une erreur que de dire. Voilà. Alors, il n'y a aucune maladresse en plus, ni dans l'un ni dans l'autre. Enfin, j'en vois pas. Mais dans le pire des cas, on peut se retrancher derrière cette phrase. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces super topos. Pour Élodie, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites, vous excluez le mot « je suis désolé ». On est tous désolés de la perte d'une personne.
Donc, je pense qu'on confond avec l'excuse en cas d'événement indésirable grave qui survient à la suite d'un élément iatrogénique. L'excuse ne fait pas partie, a priori, du jargon qu'on doit utiliser, du langage qu'on doit utiliser. Mais il me semble que pour l'accompagnement des familles en cas de décès, je suis désolé, ce que tu dis, en fait, le paraverbal donc ça peut être mes condoléances ou je suis désolé. Moi, je pense que ça n'a pas d'importance sur ce sujet. D'accord. Mais merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. Moi, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit. Est-ce que le point commun, finalement, entre les problèmes de communication bloc opératoire ou avec des familles ou avec des collègues dans des chocages, c'est pas aussi le stress? On voit, là, on a plein de recettes, des échelles, des choses à appliquer, mais finalement, on perd beaucoup et on revient à un mode survie quand on est dans une situation de stress en appliquant ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours vu faire. Et est-ce que l'amélioration de la communication, des outils, c'est pas aussi apprendre aux soignants à gérer leur stress, que ce soit du stress émotionnel face à des familles en détresse ou face à du stress vraiment, le patient va mal, il faut aller vite, on est nombreux, etc. Est-ce que ça devrait pas être couplé plutôt que de mettre le stress et la QVT d'un côté et la communication en équipe de l'autre? Oui, dans les facteurs humains en santé, facteurs humains au sens large, c'est effectivement un gros parallèle. Enfin, la prise de décision, le leadership, la communication, elle est partout. Alors, ce n'est pas pour la mettre au-dessus, mais elle est en parallèle. Elle est vraiment sur tous les domaines. Et je crois effectivement que ce soit les aides cognitives, les petits outils de communication pour les familles, c'est des choses qui aident à poser et s'affranchir de plein d'autres choses. C'est-à-dire que dès lors que l'infirmière 1 sait que c'est les médicaments, l'infirmière 2, elle sait qu'elle est à l'intubation, tout de suite, tout le monde se calme. Il n'y a pas 10 ordres à donner. Donc cette organisation, quelle qu'elle soit, ces petits outils, quels qu'ils soient, avec la communication, ça apaise tout le monde, évidemment. Et puis il y a un point aussi... toutes ces situations, elles ont un point commun aussi, c'est on peut y faire face en fait au stress par l'entraînement à la communication avec la famille, l'entraînement à la gestion de situations de crise, pour en fait finalement que ça devienne des routines, et garder aussi un entraînement finalement pour l'adaptation à des situations qui sont imprévues ou non connues. Voilà. Mais juste pour couper, le stress n'est qu'un facteur. Parce que là, on a parlé de communication en situation d'urgence vitale, donc il y a effectivement cet élément de stress, mais il faut aussi bien communiquer, même dans une urgence non vitale, dans la vie de tous les jours. Et tous les éléments qu'on a dit, en fait, des fois, il n'y a pas d'élément de stress, et donc il ne faut pas utiliser le stress comme étant une justification de ce que disait Nathalie. C'est, ça se trouve, il me parle mal parce qu'il est stressé. C'est vrai, peut-être. Donc d'ailleurs, il faut peut-être débriefer ça après, mais c'est peut-être aussi parce que, naturellement, il n'a pas des moyens de communication. Des fois, il y a des gens qui ont des communications qui pourraient être améliorées. Et donc, améliorons déjà ces éléments de communication à froid, sans surajouter les éléments de stress. Et puis après, on rajoute ces éléments de stress. Voilà. Je voudrais rebondir sur les précédents commentaires. Et d'abord, merci beaucoup pour tous les topos extrêmement intéressants. Complément de réponse pour les condoléances. Le médecin ou le médecin, l'infirmière ou les personnes qui font l'annonce doivent porter la parole de l'équipe. Pour autant avec des codes, un certain entraînement, mais l'exercice doit toujours être unique. Parce que s'il est stéréotypé, il est faux. Et dans ce cadre-là, me semble-t-il, il paraît intéressant de dire, vous savez, toute l'équipe a été très affectée par le décès de votre proche, ce qui fait passer les notions de « on a fait le max », c'est toute l'équipe, et pour autant, ce n'est pas déshumanisé. Donc je crois que c'est extrêmement important de se faire aussi le porte-parole de l'équipe, et ça dépersonnalise la culpabilité, qui peut exister ou pas d'ailleurs. Donc il faut aussi savoir transmettre le sentiment, mais en porte-parole d'équipe. Voilà, c'était un premier commentaire. Un deuxième commentaire pour notre collègue et ami chirurgien. Merci beaucoup. J'ai mis un peu de temps, moi, à comprendre dans ma vie professionnelle, effectivement, que
le chirurgien anesthésiste réanimateur n'était pas complètement pareil, culturellement, dans la formation. L'un dans un exercice extrêmement personnel, mais je peux me tromper, parce qu'il y a un moment, quand il est sur le champ opératoire, mettre le doigt sur l'artère pulmonaire ou pas, etc., c'est très personnel, et c'est tout de suite. Et l'autre, qui peut aussi avoir à prendre des décisions d'urgence immédiates, est plus dans un aspect d'équipe. Et les deux doivent converger pour le bien du patient en dépassant ces formations qui sont importantes et aller faire le pas vers l'autre en disant « Ok, voilà, bon, on est là, on est derrière toi, tu fais ce que tu as à faire. » On ne l'emmerde pas par des questions qui n'ont pas d'intérêt lorsqu'il est concentré. Ça, il faut le comprendre, et je le vois et je le répète aussi parfois au bloc opératoire. Donc on se met à la place de l'autre, comme Cooper et comme Julien Potcher, si j'ai bien saisi. Donc c'est extrêmement important. Et pour autant aussi, il faut que les plus vieux, aussi bien chirurgiens qu'anesthésistes réanimateurs, donnent l'exemple en disant Ok, time out, là j'ai besoin d'aide. Parce que si le boss demande de l'aide, c'est que tout le monde peut demander de l'aide. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Merci encore. Bon, merci pour ces 3 interventions. Merci pour vos questions. C'est parce que moi, ce que je peux retenir du coup, c'est finalement l'écoute. L'écoute, la compréhension des problématiques de chacun, et puis du coup du temps, finalement du temps partagé pour avoir une représentation partagée aussi des situations. Donc on est dans le timing. Et je vous souhaite un bon appétit.